Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Faisal Swalihi, vous êtes sociologue. Merci d'avoir accepté Mm. notre invitation. Bonjour. Alors, on va revenir d'abord sur l'affaire des 9 hommes de Chiconi qui sont accusés de double homicide. Ils ont tous été condamnés entre 5 ans et 30 ans de réclusion criminelle. On a pu voir des soutiens tous les jours devant le tribunal. Comment est-ce qu'on vous expliquez, vous, un tel soutien quand on sait de quoi ils sont accusés? Alors, je pense que c'est pas un cas isolé. Je pense qu'il y a d'autres événements qui ont eu lieu avant, en fait, cet événement, lorsqu'on fait le constat. Mais s'il faut faire une analyse sur le plan sociologique sur ce qui s'est passé, c'est que nous avons une théorie menée par un certain Norbert Elias, un sociologue allemand, qui disait que dans le processus de civilisation d'une société, euh, euh, il y a une forme en fait de relation et d'interdépendance entre le fait de léguer donc en fait la violence légitime à l'État et de l'autre côté que les individus ils gèrent en fait leur pulsion en réalité. C'est que si vous déléguez donc la violence à l'État, c'est qu'en retour vous devrez éviter d'être des acteurs de violence, etc., etc. Dans le cas en espèce, ce qui se passe à Mayotte, c'est que on pourrait penser, pour aller plus loin, à une forme de rupture de confiance de l'État et de tous ses instruments, même si on peut parler de la séparation des pouvoirs, justice, Mmh. etc. Donc maintenant, euh, si il faut que l'on regarde un peu les choses, c'est que est-ce que les actes que nous avons aujourd'hui en guise de réaction par rapport aux violences subies, que ce soit le vol, les agressions physiques. Est-ce que c'est dû à euh, ce constat de succession de violences vécues, exaspération, on est fatigué, ou parce que les peines qui sont euh, décidées, donc en fait à l'encontre de ces personnes, sont jugées comme étant insuffisantes. Et donc, dans le cas, nous sommes aujourd'hui, c'est de se demander est-ce que la justice ne devrait pas se réformer sur un certain nombre de choix en termes de décision. Alors, est-ce qu'il y aurait un décalage, selon vous, entre les politiques publiques, entre la justice et la réalité du terrain à Mayotte? Alors oui, si on a ce genre de réaction, c'est que d'une certaine façon, la question ne se pose plus. Maintenant, est-ce que les politiques publiques, les appareils d'État qui sont censés assurer cette paix, une forme en fait de pacification de mœurs, si je reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il y a une absence de lecture des réalités, en gros. Alors, vous l'avez dit, vous-même, les Mahorais ne croient plus, en la justice. Ces hommes-là, selon les psychologues, ce sont des personnes, lambda comme vous et moi, insérées dans la société, qui travaillent, qui font des études. Comment est-ce qu'on peut arriver à un tel acte, que les juges, qualifient de torture? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on puisse passer de l'autre côté et à la base, on est soi-même victime et puis finalement, on devient, l'agresseur. Alors, j'ai pas dit que les Maoris ne croient plus en la justice, hein. Ça, il faut voir les circonstances dans Mmh. lesquelles les choses se font. Euh, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que euh, lorsqu'on délègue donc cette violence légitime à l'État, c'est que d'une certaine manière, on se dit qu'on doit être en sécurité. On doit se sentir en sécurité. Et là, en l'espèce, parce que j'entends beaucoup de discours, la question de la sécurité, étymologiquement, c'est un sentiment. Donc, si l'État parle de sentiment de sécurité, Oui. il ne faut pas débattre, il faut aller directement dans les faits et dire qu'il y a violence, il y a agression, il y a délinquance, tout ce que vous voulez, et éviter cette question-là parce qu'elle est très politisée, la sécurité, etc., etc. Donc, lorsque une personne va jusqu'à agir, c'est-à-dire à faire justice,
c'est que, effectivement, elle se dit que, heu, nous avons, observé énormément de phénomènes parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation de violence urbaine et se sentent impuissantes. Mmh. Vous pouvez voir, par exemple, des barrages, au milieu de la route, des femmes qui se font agresser, des enfants qui se font agresser et certains ne bougent pas, parce que, dans le conditionnement que nous avons eu jusqu'ici, ce processus de civilisation, nous amène essayer de maîtriser nos pulsions. Alors que, il y a quelques années, on va dire, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on les gens observaient une forme de déviance au niveau de la société, tout de suite, on va dire, une justice sociale se mettait tout de suite en route. À C'est-à-dire, partir de quel moment ça a dérivé? À partir de quel moment est-ce qu'on a perdu le contrôle? ça je peux pas dire, mais c'est vrai que, faut compter, 2007, une vingtaine d'années à peu près, parce qu'il y a eu un processus, tout ça et il y a eu un travail qui a été fait pour commencer à nous intérioriser l'idée selon laquelle vos systèmes de répression, de régulation, de justice vont être remplacés puisque vous souhaitez devenir département. Donc, Mmh. quand on met en place un système d'État démocratique avec tous ces instruments, donc on commence déjà à nous dire attention, vous allez payer des impôts, attention, etc., ça ne sera pas la même chose, etc., etc. Donc, est-ce qu'il faut lier, ce processus de départementalisation à ce que j'expliquais au départ? Je ne sais pas, mais ce sont des hypothèses, on peut supputer autant qu'on veut. Ce qui en est aujourd'hui, c'est que en fait, le résultat est le même. Donc on peut aujourd'hui observer le fait qu'il y a des violences qui se font en plein jour et les gens, ils n'agissent pas, chose qui n'était pas possible Mmh. avant. Comment est-ce que vous définissez d'ailleurs, les types de violences qu'il y a à Mayotte? Les types de violences, les définir. Mmh. Vous voulez parler de typologie de violence, Oui. c'est-à-dire les ouais, je sais pas, je peux vous dire une chose, c'est que, nous avons tenté d'aller dans ce sens, mais c'était en 2020. Nous n'avons pas réussi parce que, le choix des politiques publiques et là on revient à votre question, n'était peut-être pas sensible à essayer de comprendre, de les caractériser et de proposer des solutions. Donc ces types de violences, oh, allons regarder le site du ministère de l'Intérieur et et puis on regarde comment est-ce qu'ils catégorisent donc les violences. Est-ce que ces violences qui sont catégorisées au niveau national, peuvent être adaptées à nos Mmh. réalités? Ça, c'est une chose. Vous avez parlé de la départementalisation et c'est vrai que c'est un discours qui revient souvent. On dit quand Mayotte est devenu département, tout a changé, mais est-ce que, les coutumes, les traditions, mahoraises concernant la sécurité n'étaient pas compatibles avec la départementalisation? Non, j'ai parlé de processus de départementalisation. Je vous ai donné la date, une année, 2007. On était à Mmh. 2 ans avant le vote, Oui. puis, 2011, la mise en place effective. Mais, je parlais plutôt de processus et puis en fait, de préparation. Il y aura des choses qui vont changer, les codes sociaux, les règles, la manière de gérer les problèmes ne seront peut-être plus, voilà, on sera plus en fait sur les mêmes manières de faire. Donc, effectivement, plus on a, une évolution sur le plan de la démographie, plus on a des infrastructures, plus, on délègue un certain nombre de solidarités à l'État. Parce que ça ne va pas seulement au niveau de la sécurité, ça peut s'observer au niveau de la solidarité, sur le plan social, même si, on peut faire le constat du fait que nous n'avons pas, entièrement, les droits sociaux tels qu'on peut les obtenir dans les autres départements. Mais, plus on délègue une forme de solidarité à l'État, heu moins on se charge de notre propre sécurité et donc au moins on a une forme de solidarité. Donc cette solidarité qui se perd dans des espaces urbains,
légitime le fait, par exemple, que l'on ait des violences beaucoup plus fortes dans des zones urbaines ou périurbaines. Vous avez vu récemment les actions qui ont été menées, par exemple, à Mangajou. Est-ce qu'on aurait les mêmes réactions dans d'autres espaces urbains, tels que, par exemple, Kaweni ou la Petite Terre, où on aurait une solidarité au niveau communautaire qui déciderait de freiner, en fait, la circulation et obliger l'État, ou voire même les instruments de sécurité à agir et à faire des propositions immédiates. Donc, vous voyez, selon les espaces, on n'agit pas de la même façon. Donc, il faut se dire que sur certaines situations, donc forcément, on aura donc des réponses qui seront adaptées ou non. Quel impact cette situation, cette montée de la violence a sur notre société, sur les familles, etc. Alors, plus les violences augmentent, plus il y a une forme de généralisation et ça agit sur notre équilibre émotionnel. Vous avez Shido, c'était une violence et on n'a pas fait le bilan de ce que Shido a pu avoir en matière psychologique et émotionnelle, les violences que nous vivons tous les jours, dont nous sommes témoins, parce que moi j'ai lu ce que vous m'avez envoyé, je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur et effectivement, ça agit sur en fait ma perception des choses. Donc, au fur et à mesure que nous vivons, ça peut impacter sur notre sentiment d'humanité. Et je pense que le danger, il est là. Est-ce qu'on banalise finalement la violence ? Banaliser, c'est un grand mot, mais ça ressemble à ça. C'est qu'au fur et à mesure du temps, on finirait par en fait les naturaliser. Et puis, si vous voulez vous entrer sur des choses assez complexes qu'on appelle en fait les représentations sociales, où il y a ce qu'on appelle un processus qui permet d'aller en fait jusqu'à un ancrage de la vision sur un objet, violence, etc. Et donc, effectivement, plus on va dans ce sens-là, plus on crée un imaginaire qui nous induit à se dire, bon, c'est normal, et peut-être que ça peut agir sur notre perception à nous de la violence par rapport à d'autres sociétés. Et donc, effectivement, est-ce que d'ici 20 ans, 30 ans, on sera plus humain qu'avant, c'est-à-dire notre perception de l'humanité, notre perception de la pitié ou de l'empathie sera toujours la même, etc., etc. Alors maintenant que le constat est fait, vous, Faisal Swali, en tant que sociologue, quelles solutions vous pourriez proposer pour peut-être commencer à sortir de cette situation de violence ? Alors, je vais faire un petit retour, juste rapidement. 2004, il y a eu le premier blocage routier. C'était des jeunes qui étaient au lycée professionnel de CFA, qui se trouve là, parce qu'il y avait une grève entre le directeur et voilà, et on va dire même au niveau de l'autorité de la chambre professionnelle à l'époque. Et donc c'était le premier barrage routier, c'était des jeunes qui étaient au lycée, qui souhaitaient en fait pouvoir se mettre dans un cursus professionnel et puis pouvoir s'insérer. Je crois qu'il y a une piste qui est simple, mais maintenant il faut que les gens s'accordent à le considérer comme une manière de régler donc le problème dans un premier temps, mettre en place des CFA dans les 5 EPCI. Mais des grands CFA, pas des petites structures telles qu'on le voit aujourd'hui, pour faire de l'apprentissage, relier le secteur du BTP, parce que c'est un secteur qui est porteur, à ces formations-là. Donc, il faudrait que les entreprises de BTP soient réellement engagées dans cette démarche et bien sollicitées. Et dans le domaine du social, qui est quelque chose de très important aujourd'hui et qui rapporte énormément, on aurait déjà commencé à réduire, on va dire, ce problème de politique publique, de cette jeunesse, etc. Parce que ce qui est vraiment navrant, c'est de voir que nous avons un potentiel de main-d'œuvre qui n'est pas mobilisé.
Mais alors, au niveau de la formation et de l'insertion. pourtant, parmi les jeunes, qui commettent des actes de violence, on a des jeunes qui vont à l'école ou qui font des formations. Donc, on parle souvent de l'éducation, des jeunes non scolarisés, mais parfois, heu, dans les profils qu'on a, ils sont scolarisés, ils vont à l'école et Oui, cetera. mais Est-ce que ça non, marche finalement ça? non, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un processus de formation sur formation. Vous avez du pré-calife, du calife, et cetera. Les gamins, quand ils sortent de l'école, on les met dans un circuit de formation sans insertion réelle. Donc il faudrait que en fait, c'est pas la formation pour la formation, il faut un bassin d'emploi, une stratégie qui définit: «OK, nous avons du BTP, il faudrait que, les entreprises assurent aussi la formation et qu'ils placent ces jeunes-là. Nous avons le social, c'est pareil, et cetera, et cetera». Si vous voulez, j'aurais peut-être pas le temps de vous dire un certain nombre de dossiers qui existent aujourd'hui, qui constituent aujourd'hui un potentiel réel en matière d'insertion, mais en fait, mais qu'on ne mobilise pas parce qu'il y a Mmh. absence de vision, et de stratégie. Merci beaucoup, Faisal Swali. Vous restez avec nous, pour, les questions des auditeurs.